Donc effectivement, on va parler des solutions serverless sur Google Cloud Platform. Alors ce qui est bien, c'est que je n'ai pas besoin de faire d'introduction. Et je vais vous dire déjà quelques petits mots sur Google Cloud Platform. Donc tout le monde connaît les services de Google, je sais pas, Gmail ou les logiciels open source, Chrome, etc. En fait, le Google Cloud Platform, c'est la partie cloud computing de Google. Et en fait, on utilise la même infrastructure que les services type Gmail, Google Search, etc. Et y compris tous les câbles sous-marins qui traversent les océans, etc. Donc on a vraiment une qualité de réseau, de sécurité également, etc. qui sont top niveau. Et moi, je vais vraiment me focaliser en fait sur toute l'offre qu'il y a dans Google Cloud Platform. Il y a vraiment beaucoup de choses, que ce soit les bases de données, le stockage, etc. Nous, aujourd'hui, on va regarder plus précisément la partie compute. Et moi, ce qui m'intéresse et ce sur quoi je me focalise aujourd'hui, c'est tout ce qui est serverless. Donc, on a le vénérable Google App Engine qui a déjà 10 ans, et puis des produits plus récents comme Cloud Functions dans la mouvance Function as a Service qui a 2-3 ans maintenant, et Cloud Run qui est le petit dernier. Donc, qui dit serverless, ça c'est le dernier data center de Google pour les produits serverless. Donc évidemment, il y a des serveurs, c'est juste que ce n'est pas à vous de les manager, de les opérer, etc. Donc je fais souvent cette petite blague-là du data center. Mais serverless, c'est quoi? Donc il y a deux prismes ou deux approches qu'on peut avoir en tête pour décrire ça. Donc l'aspect qui nous intéresse peut-être le plus ici, mais le modèle opérationnel, dans le sens où effectivement, il n'y a pas d'infrastructure à manager, donc pas de cluster à provisionner, pas de serveurs à demander d'installer, à choisir l'OS, etc. On n'a pas tout ça à faire. Donc au niveau Ops, c'est minimaliste. Ce qui veut dire aussi, comme l'infrastructure est complètement managée par Google, tout ce qui est sécurité, c'est-à-dire les patchs qui doivent être appliqués au niveau OS ou toute la couche finalement qui est en dessous de vos applicatifs, c'est aussi Google qui s'en occupe. Donc vous avez un niveau de sécurité très élevé. Et le truc aussi clé, c'est combien ça coûte. En fait, l'utilisation, on paye à l'utilisation. Donc, c'est-à-dire si vos services, vos applications ne sont pas utilisées, ça vous coûte 0. Il n'y a pas de frais c'est-à-dire une fois qu'on a provisionné un serveur, ça nous coûte tant par mois, même s'il n'est pas utilisé. Non, il n'y a pas du tout ça. Donc, c'est à la fois proportionnel à l'utilisation, mais aussi, c'est pareil, du coup, l'infrastructure de Google, que Google met à votre disposition, en fait, ça permet aussi de dire, là, il n'y a rien, pas de besoin, je réserve aucune instance. Mais par contre, si vous avez beaucoup de trafic, un pic de trafic, vous allez pouvoir avoir 100 instances qui, de manière transparente, ça va scaler de manière transparente de 0 à 100 ou de 100 à 0 ou à 1, selon le besoin, et vous allez être, j'allais dire, billé, facturé, voilà. Je fais des anglicismes en fonction de l'utilisation. L'autre aspect, c'est le modèle plus de programmation, c'est-à-dire on s'oriente plus vers des microservices, vers des approches orientées événements. Donc, il y a, je sais pas, moi j'ai des démos tout à l'heure où je vous montrerai ça. Par exemple, on a une nouvelle photo qui arrive et vous voulez faire un traitement quand cette photo arrive sur le stockage, par exemple Google Cloud Storage. Donc, vous réagissez à des événements de manière asynchrone. Et l'autre caractéristique que je couvre un petit peu dans cette présentation, c'est les aspects ouverture, en particulier ce qui est open source et également portabilité, parce que les plateformes à ce service du passé, etc., une fois qu'on était sur la plateforme, c'est plus compliqué d'en sortir. Alors que là, on va voir, par exemple, avec Cloud Run et Knative, etc., que je mentionnerai tout à l'heure, on va voir qu'il est possible maintenant de prendre quelque chose qui tourne chez un cloud provider comme Google Cloud Platform et de le faire tourner ailleurs. Donc voilà en tout cas ma double définition de ce que c'est pour moi le concept de serverless. Ensuite, il y a une sorte de spectre du serverless, des différents types de produits. Donc moi, sur mon espèce de frise, là,
plus on est à gauche, bah, c'est le provider, le cloud qui va gérer tout pour vous. Et plus on va vers la droite, on peut quand même avoir des attributs serverless, bah, c'est managé, opéré par vos équipes Ops. Donc moi, complètement à gauche, on a des produits comme App Engine, Cloud Functions App Engine, c'est plateforme as a service, finalement on déploie une application. Functions as a service, l'unité de déploiement, c'est une fonction. Ensuite, on a aussi le nouveau produit Cloud Run, ici, qu'on a détaillé tout à l'heure, où on peut aussi faire tourner des containers de manière serverless, ce qui est très intéressant, parce qu'on va avoir plus de contrôle possible. Et ensuite, voir comment on peut aller, si vous avez déjà des clusters Kubernetes qui tournent, ou si vous avez besoin peut-être de plus de contrôle, si vous voulez des GPU pour faire tourner votre modèle de machine learning, peut-être que vous allez aller plus vers la droite éventuellement. Donc regardons, donc là les 3 produits. Cloud Functions, orienté événements, ça réagit à des événements, aussi à des requêtes HTTP. On a App Engine, là on a donc Functions et App Engine, c'est vraiment des runtime basés sur certains langages, Java, Python, PHP, etc. Où on a telle version de tel langage, de telle plateforme, donc c'est un choix peut-être plus limité, et puis on peut aller au-delà, Cloud Run, où là, dans un container, on peut mettre n'importe quoi. Par contre, vous retrouvez un petit peu la responsabilité, la vôtre, du coup, de faire en sorte que l'image que vous utilisez soit sécurisée avec les bons patchs de sécurité, etc. Donc ça, c'est les 3 produits qu'on va voir. Et je vais commencer par une petite démo qui va utiliser surtout Cloud Functions et App Engine. Donc c'est une petite application de partage de photos. Donc là, si vous pouvez aller dessus, donc moi je peux faire une petite photo de la salle, qui va apparaître tout à l'heure. Donc mon application, l'interface graphique propose la liste des dernières photos qui ont été publiées. Il y a des libellés qui apparaissent là, parce que j'utilise une API de machine learning, la Vision API, qui est une API as a service avec un modèle pré-entraîné, qui va voir ce qu'il y a, ce qui est reconnu dans cette image-là. On voit le petit bouton appareil photo qui va me permettre de prendre une photo avec mon téléphone ou ma webcam. Ensuite, on peut naviguer dans cette application avec les libellés, les tags, c'est-à-dire ce que l'API de machine learning a reconnu dans mes photos. Et puis, il y a aussi une partie administration où moi, je peux filtrer ce qui est publié ou non, mais également l'API de machine learning que j'utilise pour la vision, il y a aussi un filtre automatique qui permet de savoir si le contenu est montrable ou non, donc s'il y a de la violence, s'il y a de la pornographie, etc., c'est filtré de manière automatique. Mais j'ai quand même une petite page d'administration où je peux individuellement choisir ou pas d'afficher une photo. Donc cette application-là, alors si je peux la montrer déjà quand même ici, rapidement, mais je vous ai déjà expliqué comment elle marche à peu près. Donc là, on va la mettre un tout petit peu plus gros. Je suis passé par le cimetière qui est juste à côté, comme vous imaginez. Donc là, par exemple, voilà la photo que j'ai faite de vous à l'instant, le clicker, la table de mixage et tout. On peut voir qu'on peut naviguer, alors je ne sais pas si je prends laquelle je vais prendre, Electronic Device, je peux voir toutes les photos de cette catégorie-là, mon chargeur que j'ai oublié, j'espère que j'aurai assez de courant, etc. Je peux voir par tag, ces tags sont recalculés régulièrement, donc je peux voir toutes les photos où il y a des vues de rue, par exemple. Et puis, il y a la partie administration qui est ici. Alors, je vais peut-être mettre un petit peu plus gros en essayant de ne pas cacher. Par exemple, il y a des choses, des fois, par exemple, ah oui, ou celle-ci, elle était intéressante. En fait, celle-ci, de loin, on pourrait croire que c'est du sang, mais c'est juste la confiture, des fruits rouges, etc. Et il s'est dit, ça, par contre, je ne vais peut-être pas le montrer parce que ça peut être de la violence. Donc, il y a un filtrage automatique qui est fait. Donc voilà à peu près. Ah oui, et puis hop, la petite photo ici. Je peux faire une photo avec ma webcam. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas très beau, je ne suis pas rasé. Donc je vais vous montrer finalement qu'est-ce que j'ai mis derrière tout ça. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que on a des fonctions, des containers, des apps qu'on peut déployer sur Google Cloud Platform. Mais ce qui va être éventuellement intéressant, c'est de les combiner. Parce que chaque plateforme a son avantage, ses avantages et inconvénients. Donc là, comme je disais, il y a ce site web où vous pouvez aller.
On peut prendre des photos. Ce front-end-là, c'est une appli web. Donc il y a deux parties. Il y a la partie qui sert le contenu statique, le JavaScript pour interagir avec la page, pour naviguer dans les tags, etc. Une partie API qui permet à mon front-end avec Vue.js de voir ce qu'il y a comme photos qui ont été publiées. Donc il y a une partie web, static asset, une partie API. Ça, je l'ai développé avec Google App Engine, qui est parfait pour ce type d'utilisation-là, c'est-à-dire d'avoir un site web, une API back-end, etc. Je prends une photo. La photo est envoyée à mon front-end Google App Engine. Je vais stocker ma photo dans Google Cloud Storage. Et c'est là où on va avoir l'approche un petit peu plus asynchrone. Parce qu'en fait, oui, avant, je vais le dire juste après. Donc, je stocke déjà les premières métadonnées, c'est-à-dire où est-ce que j'ai stocké mon image. Je prépare une entrée dans Cloud Data Store, qui est une base de données de type NoSQL et aussi avec un pricing proportionnel à l'utilisation. Donc, ça, c'est intéressant. Et après, je vais mettre à jour avec les métadonnées que j'aurai calculées avec la Vision API. Donc à ce moment-là, quand mon image est stockée dans Google Cloud Storage, en fait, il y a une fonction qui va être invoquée, c'est un événement de manière asynchrone. Cette fonction-là, elle va prendre ma photo, elle va appeler l'API Vision pour trouver plusieurs choses. Donc déjà les labels, voir ce que contiennent mes photos, voir la couleur dominante, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais autour des photos, il y avait une couleur dominante. Donc ça, c'est aussi l'API qui donne ça. Et le filtrage, donc qui dit si c'est violent, si voilà, différents, si c'est des choses qu'on peut montrer, si c'est des images type quand il y a des mimes avec des gens qui rajoutent du texte autour, etc. C'est capable de reconnaître toutes ces choses-là. Une fois que la Vision API me répond, je vais mettre à jour en fait. Alors c'était la petite flèche d'avant. Je vais mettre à jour les métadonnées dans ma base de données NoSQL. Et aussi à intervalles réguliers, ce que je vais faire, en fait, grâce à un service qui s'appelle ici, comment il s'appelle, Cloud Scheduler, qui va envoyer un petit message par PubSub, va réveiller une fonction qui, elle, va faire le calcul des tags, des libellés les plus fréquents dans mes photos. Et je vais aussi stocker cette information-là dans ma base de données pour que je n'ai pas à recalculer tout ça à chaque fois. Et j'ai un front-end qui était un peu tout rose là tout à l'heure, qui est la partie administration, qui est juste accessible pour moi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, ça, c'est une seule application App Engine, mais dedans, il y a plusieurs services. Donc il y en a un, le premier, je l'ai écrit en Java. Le deuxième, c'est un de mes collègues qui est un développeur Go plutôt, et qui me l'a écrit en Go. Les fonctions, moi je les avais développées. Alors la première itération de cette application-là, il n'y avait que Node.js qui était disponible sur Cloud Functions. Ce n'est plus le cas. Maintenant, on peut faire du Python, du Java. Enfin, Java arrive, c'est encore en alpha, mais on peut en faire. Et j'avais écrit ces fonctions-là en JavaScript. Donc c'était aussi pour illustrer qu'il y a différents langages, différents runtime qui sont disponibles. Je voulais montrer également la partie événementielle ici avec du PubSub qui apparaît. Et puis aussi événementiel ici dans cette partie-là où on a une fonction qui est réveillée quand il y a une photo qui est stockée sur Google Cloud Storage. Donc voilà le type d'architecture qu'on peut écrire avec App Engine, Cloud Functions. On peut rajouter Cloud Run éventuellement dans la boucle. J'ai une autre démo, mais qui n'est pas tout à fait finie, donc je n'ai pas pu la montrer aujourd'hui, où j'utilise un modèle de machine learning avec TensorFlow et que je fais tourner dans Cloud Run. Donc c'est possible de faire un petit mix de ces fonctions et d'avoir des microservices qui se focalisent sur un besoin donné. Donc là, je peux vous montrer juste vite fait un petit peu de code, mais bon, c'est... Là, j'ai un petit peu de Java avec mon API backend, par exemple, qui va me donner, par exemple, la liste des tags, voir les images associées à un certain tag. Là, j'ai vraiment l'API qui est ce qui est utilisé, par exemple, là, quand je poste une nouvelle photo, pardon. Je stocke des métadonnées dans Cloud Data Store. Et ensuite, par exemple, ici, je vais aussi stocker la photo dans Google Cloud Storage. C'est vraiment pas beaucoup de code pour faire ce genre d'application-là. Et par ailleurs, je peux vous montrer aussi au moins une des fonctions. On va voir celle qui utilise la Vision API. Ça doit être celle-ci. Qu'est-ce que je fais dedans? Donc j'ai une fonction qui va répondre à un événement. Donc je vais utiliser la
Vision API ici, que j'ai importé. Je vais lui dire, je suis intéressé par trouver les labels, ce qu'il y a dans les photos, par connaître les propriétés de l'image, par exemple la couleur dominante, et voir si c'est safe, si je peux le montrer à l'écran. J'appelle mon client pour mon API de machine learning, et en fonction de ça, je vais stocker mes métadonnées dans Cloud Data Store, on va le voir. Donc ça, je prépare mes données et je les stocke un petit peu plus loin. Donc vraiment pas beaucoup de code pour faire ce type d'application, et on a bien séparé les différents services. Donc voilà pour la petite démo, et puis je vais couvrir un petit peu plus justement les nouvelles fonctionnalités, vu que c'est quand même le but du jeu de cette présentation-là, qu'on a introduit et que j'ai utilisé pour certaines dans cette démo-là. Donc côté App Engine, donc là on déploie des applications pour des runtime bien particuliers, pour des langages, on va dire un ensemble de langages limités. Donc par exemple, là on a annoncé récemment qu'on a les dernières versions de Python, de PHP, de Go et de Node.js en GA, General Availability. On a, là il y a une semaine ou deux, on a annoncé la bêta de Java 11. Donc là, on a encore le vieux Java 8, mais on a également la bêta de Java 11 que tout le monde peut utiliser. Et on a même Ruby 2.5 en alpha. Et ce qu'on a annoncé aussi cette semaine, c'est que donc il y a des instances qui font tourner ces applications, ces services-là. Et en fait, on a doublé la mémoire pour le même prix, donc ça coûte pas plus cher. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça a été annoncé cette semaine. Java 11, on l'a annoncé, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ce qui est intéressant par rapport à la version de Java 8, c'est qu'on peut déployer finalement un jar exécutable et mettre ce qu'on veut en dessous. Avant, Java 8 et avant, on était obligé de déployer des applications qui étaient basées sur les servlets, donc que ce soit du Spring ou n'importe quel autre framework, Grails ou autre, basé sur les servlets, alors que là, on peut utiliser n'importe quoi. Donc moi, j'ai utilisé un petit framework qui s'appelle Spark Java, mais on peut utiliser Micronaut qui utilise Netty, etc. On peut utiliser ce qu'on veut. On a beaucoup plus de choix, on peut développer de manière plus idiomatique, comme on le ferait en local, sans dépendre des adhérences de la plateforme Google App Engine. On a la possibilité de customiser l'entry point, c'est-à-dire comment notre application elle est lancée. Donc si je veux changer les paramètres de la JVM au niveau mémoire, des choses comme ça, on peut le faire également. On peut aussi profiter, en fait on peut utiliser GraalVM qui permet de compiler du Java en code natif, et on peut également le faire tourner de manière native avec une utilisation mémoire bien plus faible. Et tout ça tourne dans une sorte de sandbox sécurisée qui s'appelle gvisor, qui est un projet qu'on a rendu open source et qu'on peut utiliser par ailleurs sur des clusters Kubernetes, par exemple, pour sécuriser aussi des pods qui tournent sur Kubernetes. Côté Cloud Functions, donc là, moi, j'ai travaillé pas mal avec l'équipe d'engineering sur la version Java qui est aujourd'hui en alpha. Mais si ça vous intéresse d'y accéder, n'hésitez pas, je crois que j'ai un lien à la fin là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous annoncer là-dessus? Là, ça fait un petit moment, on a sorti la 1.11, mais on a aussi la 1.12 de Go en alpha. Pour Go, avec les versions récentes de Go, il y a un système de vendoring de modules amélioré, et donc c'est supporté dans Go, alors que c'était un petit peu plus compliqué quand on avait des dépendances avant. Là, je ne suis pas un spécialiste Go, donc j'ai repris un Hello World, etc. Tout bête, parce que je ne maîtrise pas trop ce sujet-là. Et je peux dire, voilà, si je déploie une fonction, là c'est quand on utilise l'outil en ligne de commande qui s'appelle gcloud, je peux dire, déploie ma fonction, c'est telle méthode qu'on va appeler, Hello World. C'est une fonction HTTP qui reçoit des requêtes HTTP. Et je dis, moi je veux utiliser le runtime Go 1.11. Et voilà. C'est parti. Côté Node 8, donc on a, enfin Node 8 et au-delà, hein, Node 8 et Node 10, on a le support d'async et await, alors qu'on voit ici quand même, là ici vous voyez le mot-clé async et puis également await, ce qui permet de programmer de manière plus
comment dire, impératives, alors que c'est plutôt une programmation asynchrone qu'on fait là. Donc ça permet d'avoir du code un petit peu plus lisible et un petit peu moins spaghetti. Le Java, le support de Java qui arrive. Donc on avait commencé avec Java 8, mais finalement, bon, on s'est dit que ce serait peut-être mieux de faire Java 11. Donc on va utiliser Java 11, mais en alpha, là aujourd'hui, c'est encore Java 8, mais ça va migrer très, très rapidement. On réutilise, alors bien qu'on ne développe pas des servlets, on réutilise les classes de servlets pour symboliser les requêtes et les réponses. Mais ce n'est pas vraiment des servlets. Et là, j'ai un autre exemple qui est une fonction background, donc c'est-à-dire il y a les fonctions HTTP qui reçoivent des requêtes et aussi les fonctions asynchrones qui reçoivent des événements. Donc là, si je reçois un événement venant de PubSub, que j'ai décrit ici, donc il y a du marshalling, un marshalling qui est fait automatiquement, et je peux récupérer le payload de mon message sur PubSub et le décoder et en faire ce que je veux. Donc c'est assez simple de faire des fonctions également en Java. On peut spécifier des variables d'environnement, voire définir un fichier qui définit ces variables d'environnement-là. Donc si on veut distinguer prod, pré-prod, etc., on peut le faire, ou dev, on peut le faire facilement. Et puis donc il y a d'autres flags, qui permettent d'enlever, supprimer, effacer les variables d'environnement. Et moi, je l'utilisais d'ailleurs, dans ma démo, je ne l'ai pas montré, je n'ai pas pointé du doigt, mais pour dire à mon front-end où appeler ma fonction en back-end, j'avais défini son adresse finalement dans des variables d'environnement. Quand on utilise, par exemple, donc on a dit le scaling est fait automatiquement pour vous par la plateforme. Google s'en occupe, mais imaginons d'un seul coup, votre application est au journal de 20 heures et vous avez des milliers ou des millions de personnes qui viennent voir votre site web. Si derrière, vous avez des ressources qui sont limitées d'une manière ou d'une autre, par exemple une base de données avec un pool de connexion, on ne peut pas dépasser sans connexion, on peut très bien dire, justement, OK pour scaling infini, mais non, arrête-toi à 100 parce que je sais que je ne peux pas aller au-delà. Donc on a un petit contrôle supplémentaire pour limiter ça. Et du coup, les appels qui vont arriver vont être mis en queue. Mais à ce moment-là, évidemment, s'il y a vraiment beaucoup de monde, ces appels dans la queue d'attente risquent d'attendre peut-être longtemps, potentiellement. On a aussi un focus sur la sécurité. Je vais passer rapidement. On est capable de dire, tiens, pour cette fonction-là, je veux que, pour la première, que tous les utilisateurs aient le droit d'appeler ma fonction. Ou ici, je veux que seulement les personnes avec un service account qui identifie des utilisateurs aient le droit d'appeler les fonctions. Donc je peux restreindre qui a le droit ou pas d'appeler ma fonction. Une autre idée, c'était, là, les fonctions avaient une seule et même identité, mais on peut définir une identité par fonction. Donc par exemple, alors là j'en ai deux qui se ressemblent beaucoup, mais je peux dire une fonction a un certain profil grâce au service account, et à un service account, je peux dire ce service account-là n'a le droit de faire que d'invoquer des fonctions. Ou dans mon deuxième cas, ce service account pour ma deuxième fonction n'a le droit que d'accéder à la base de données Cloud SQL. Donc ça permet aussi de restreindre au maximum les droits, mais de n'autoriser que ce que les fonctions ou, tout à l'heure, ce qu'on a vu tout à l'heure, les utilisateurs peuvent faire, comment ils peuvent interagir avec ces fonctions. Donc on a une finesse très avancée, en tout cas, pour définir les droits d'accès. Et Cloud Run, donc ça c'est vraiment le nouveau produit qu'on a lancé récemment. Donc jusqu'à présent, souvent, les gens ont tendance à penser « Ah oui, serverless et function as a service ». On oublie aussi le platform as a service d'il y a 5 ou 10 ans. Mais ils se disent aussi les containers, non, les containers, c'est pour mettre sur du Docker, sur du Kubernetes, des choses comme ça. Mais en fait, des containers, c'est quoi? C'est juste une manière de packager une application. Et on peut prendre ce packaging-là et faire tourner cette application-là dans ce container-là, mais de manière serverless. Donc scaling à 0, scaling infini, paiement à l'usage, etc. On peut retrouver les caractéristiques du serverless que j'ai donné en introduction, même avec des containers. Donc les containers, chez Google, on connaît un petit peu ça parce qu'on en lance, je ne sais pas si c'est vraiment le dernier chiffre, mais en tout cas, encore récemment, on en lançait plus de 4 milliards par semaine.
Donc on a un petit peu l'habitude des containers et c'est ce qui fait tourner des choses comme Gmail et autres services qui ont des milliards d'utilisateurs. Hein. C'est assez impressionnant de réfléchir à ces chiffres-là. Donc si je reprends, on a vu App Engine, Cloud Functions. Là, on va se concentrer plus sur Cloud Run. Donc Cloud Run, ça permet en fait, je vais passer comme ça la petite animation, de déployer, comme je le ferais pour App Engine ou Cloud Functions, un container en ligne de commande dans l'interface graphique. Et cette fois-ci, j'ai le choix du runtime, du langage, des librairies que je veux utiliser. Enfin, les librairies, on pouvait déjà, mais en tout cas, le langage et le runtime, si je veux du Java 12 ou 13 alpha ou je ne sais quoi, ou du Python, une version mineure là, qui vient d'être sortie peut-être, j'ai le choix. Après, par contre, le seul petit inconvénient, c'est que c'est à vous peut-être qu'incombe maintenant, enfin, ou aux ops avec qui vous travaillez, de mettre à jour les patchs de sécurité, etc. C'est un peu buzzword, je trouve, natively serverless, dans le sens où voilà, ça correspond aux attributs serverless, donc au niveau du scaling, au niveau de la quantité d'ops que vous avez à faire sur le déploiement de ces containers-là et le paiement proportionnel à l'usage. Ce qui est intéressant et qu'on va voir après, en fait, c'est que avec Cloud Run aussi, c'est la portabilité. Alors, je vais déjà peut-être vous montrer, ou je vais le montrer après. Je vais vous faire juste une petite démo rapide de Cloud Run. Un container que vous voulez déployer sur Cloud Run doit répondre à ce contrat-là. Donc, le container doit être stateless parce qu'à un moment, si votre application n'est pas utilisée, il n'y aura aucun container qui tournera. Donc, ce qui veut dire que si vous avez une base de données, il ne faut pas la mettre dans votre container parce que sinon, les données vont disparaître. Si vous écrivez des fichiers sur le système de fichiers, c'est juste un système de fichiers en mémoire. Vos containers doivent juste écouter sur le localhost sur un certain port. Votre application doit démarrer quand même relativement rapidement, en moins de 4 minutes. C'est même déjà long, il faut espérer que ça démarre quand même plus rapidement, surtout si vous voulez scaler rapidement. Par rapport aux fonctions, où dès qu'il y a une nouvelle connexion qui arrive, il n'y a qu'une personne finalement qui va accéder à cette fonction-là, même si nous on réutilise les fonctions pour qu'elles soient chaudes pour le prochain utilisateur, on les réutilise, mais par contre avec Cloud Run, on a vraiment des requêtes concurrentes. Donc un même conteneur va pouvoir traiter jusqu'à 80 requêtes concurrentes qui arrivent vraiment dans le même instant. Et puis ce qui va tourner dessus, si vous avez des binaires, chose qu'on ne pouvait pas forcément faire par exemple sur Cloud Function, ce sont des binaires qu'il faudra compiler en Linux 64 bits pour x86. Et l'autre point intéressant donc, sur le paiement à l'usage, ce que je voulais aussi noter, c'est que ce qui est sympa, c'est que l'incrément de paiement, c'est 100 millisecondes, donc c'est vraiment rien. Et même s'il y a des cold start la première fois que votre container est lancé, vous ne payez que quand votre application est prête à servir. On ne compte pas le cold start, évidemment. Et donc là, je vais vous faire une petite démo ici. Donc là, je vais aller... Alors, on va grossir un petit peu ça. On va aller ici dans la console de Google Cloud Platform, dans la partie dédiée à Cloud Run. Et donc, j'ai un service PDF qui permet... que j'ai appelé PDF, mais qui permet de prendre un document Word et de le transformer en PDF. Donc là, je l'ai déjà déployé, mais je vais en déployer un sous vos yeux ébahis. Alors, il faut que je prenne l'URL ici de mon container que j'ai déjà buildé. Donc, je lui donne l'adresse. Là, j'ai utilisé Google Cloud Registry où je stocke mes images. Je vais l'appeler, alors on va l'appeler autrement, vu qu'il y a déjà un service, DataXday. Je le mets dans Central aux US et je lance là la petite case à cocher, c'est pour dire que je veux que le service soit accessible au public. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre mon container qui est déjà buildé. Il va créer donc, le nouveau service, il va créer une première révision pour ce nouveau service et il va faire le trafic pour router les requêtes entrantes HTTP vers mon service. Et là, vous voyez qu'il est déjà déployé. Donc si je clique dessus, là, il va avoir un premier cold start, mais qui devrait être assez rapide, plus le démarrage de... Alors, je vais le mettre en un petit peu plus gros. Le démarrage de mon application. Je choisis un document. Donc là, j'ai un document Word ici. Je vais vous proposer
de vous montrer un projet super top secret chez Google qui s'appelle Chouquette. Alors là, donc j'upload mon fichier, le service va le traiter, donc le doc va utiliser, en fait j'utilise LibreOffice, donc un binaire vieux de 15 ans, pour faire la conversion. Donc j'ai même mis confidentiel, etc. Donc ça c'est mon petit chat qui a disparu lundi, si vous le voyez. J'aimerais bien le retrouver. Donc là c'est quand elle avait 1 mois, maintenant elle a 1 an. Mais je colle des affiches partout en ce moment dans les rues près de chez moi. Donc là j'ai mon doc Word qui a été transformé en PDF. Et je peux mettre finalement n'importe quoi dans mon container. Donc si je vous montre, je crois que je l'avais... Ah oui, non, j'ai une autre fenêtre qui est ici. Dans mon container, hop, on va mettre en grand. Dans mon container, j'ai une application Python avec du Flask en l'occurrence, qui utilise... alors, où est-ce qu'on le voit? Donc là, il y a la partie Flask pour faire le routage. Donc soit je peux donner une URL, soit poster une image. Et j'ai une partie, la conversion... Attends, elle se fait où? Ah voilà, la conversion, elle se fait ici. J'appelle le binaire LibreOffice que j'ai aussi installé sur mon container, à l'intérieur de mon container. Et voici la commande que je lance pour transformer mon doc Word en fichier PDF. Bon, après, je vous passe un petit peu les détails, le post, le get, etc. Et finalement, dans mon Dockerfile, j'ai une image Python, j'ai installé LibreOffice, j'ai installé Flask dans mon image Python, et après, je définis comment est-ce que je vais lancer mon application Python. Donc, c'est tout ce que j'ai eu à faire. Et comme vous voyez, c'est déployé rapidement. En 5 secondes, ou je ne sais pas combien ça a mis, 5 secondes, c'était déjà déployé après 1 seconde de cold start et de démarche de mon application, et j'avais déjà mon service qui tournait, sans avoir eu affaire à des ops. Ils sont gentils, les ops, hein, j'ai rien contre eux, mais quand on est développeur, quand on est data scientist, quand on a une idée en tête, un besoin, un métier, on peut déjà commencer à prototyper, et puis sans attendre forcément d'avoir éventuellement l'architecture cible. Donc je l'avais aussi déployé sur GKE, Google Kubernetes Engine. Enfin, là, ça sert à rien que je clique dessus, mais en tout cas, c'est disponible également, et c'est ce qu'on va voir maintenant dans GKE. Donc, Cloud Run tourne en complètement managé dans l'infrastructure de Google, mais on peut aussi le faire tourner sur un cluster Kubernetes qui tourne dans Google Cloud, voire en dehors complètement de Google Cloud. Donc, plus ça va, plus on va vers les ops. Hein. Vous voyez, on va de plus en plus à droite dans cette frise. Donc, Cloud Run Fully Managé, ça on l'a vu, mais on va voir qu'on va pouvoir l'utiliser sur Kubernetes. Je parle d'abord sur GKE et après, grâce au projet open source Knative, on va pouvoir le mettre également ailleurs. Ce qui peut être intéressant, en fait, je l'avais évoqué brièvement en intro, mais le fait de pouvoir faire tourner les mêmes containers de la même manière, avec la même ligne de commande pour déployer, la même interface graphique même, de la console Google Cloud, en fait, je suis capable de dire, voilà, mon container, au lieu de déployer en fully managé, déploie-le-moi sur Kubernetes Engine. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que je vais avoir par contre plus de possibilités de choix, par exemple, sur le type de machine que je veux utiliser. Donc, imaginons que j'utilise des modèles de machine learning à l'intérieur de ce container-là, je peux dire, tiens, toutes mes images de containers là, qui vont tourner dans mon pod, dans mon cluster Kubernetes, je veux que ça utilise du GPU ou des CPU plus puissants, où je sais que mon modèle a besoin de beaucoup de mémoire, je vais pouvoir dire, cette fois-ci, je vais avoir plus de mémoire pour faire tourner mon application, mon modèle. Et tout ça, c'est possible grâce à... En fait, c'est finalement une surcouche au-dessus de Kubernetes qui s'appelle Knative. Donc, c'est un projet open source sur lequel on a travaillé avec d'autres, avec Red Hat, IBM et j'en passe. Ce sont en fait un peu des briques de Lego qui se mettent au-dessus de Kubernetes et qui permettent... Donc, il y a des briques pour builder des containers, pour servir le contenu et également pour réagir à des événements. Donc, voilà quelques acteurs avec qui on a travaillé. Et ça permet de faire tourner les containers de manière serverless sur Kubernetes. Mais pas que sur le Kubernetes managé de Google Cloud, mais suffit que vous ayez, alors je ne sais plus si je l'ai remis après, non, je vais le dire après, suffit que vous ayez votre cluster, même chez vous, sur lequel vous avez rajouté cette surcouche Knative, vous pouvez faire tourner la même chose chez vous
on-premise. Donc peut-être que chez vous, justement, vous avez des super machines avec des Tesla pour entraîner du machine learning ou je ne sais quoi. Vous pouvez le faire chez vous et après le balancer sur l'infrastructure de Google ou pas, ou on-premise dans votre data center, si vous le souhaitez. Et quand je disais que c'est la même, on va dire, c'est la même expérience développeur, c'est-à-dire là, moi, si je déploie sur le Cloud Run Manager, je dis, OK, run, deploy, je pointe vers l'URL de l'image, mais si je veux le faire sur GKE ou sur mon cluster, bah, j'ai juste à rajouter un paramètre et dire, bah, là, par contre, vise ce cluster-là pour déployer mes services. Donc là, on a parlé vraiment des solutions de compute, mais après, pour organiser un petit peu tous ces services-là, ces microservices, ces applications à la sauce serverless. Il y a aussi d'autres outils qui vont être utiles. Par exemple, Cloud Task qui permet de déléguer, faire du fan-in, fan-out pour faire des tâches en background finalement. On a aussi d'autres services. Moi, j'avais utilisé Scheduler tout à l'heure pour recalculer les libellés les plus fréquemment utilisés dans mes images, dans mes photos. Et à intervalles réguliers, bah, vous pouvez réviser votre modèle de machine learning, faire un petit peu ce que vous voulez avec. Et alors, je ne l'ai pas mis dedans. Alors, je les ai mis, ces deux produits-là, parce qu'on les a annoncés aussi en General Availability récemment. Et l'autre, mais qui existe là depuis plus longtemps, c'est PubSub. Donc, si vous voulez une sorte de bus de messages pour pouvoir faire discuter vos services entre eux de manière asynchrone, vous pouvez utiliser également PubSub. Donc voilà pour cette overview de ce qui est disponible au niveau serverless compute sur Google Cloud Platform. Je vous ai mis quelques petits liens intéressants. Donc l'overview tout en haut des différentes solutions serverless. Vous avez donc ici App Engine Java 11 qui est en bêta que vous pouvez utiliser. Là, non, là je l'ai mis en bêta, mais en fait c'est encore en alpha, j'aurais dû corriger. Je me suis avancé un petit peu trop. Cette URL-là vous amène à un formulaire où vous pouvez demander accès si vous voulez faire du Java dans Cloud Functions. Et en plus, cette semaine, exceptionnellement, c'est moi qui fais le whitelisting des utilisateurs. On m'a donné les clés de la baraque, là, donc je peux faire la fête, c'est cool. Et des infos sur Cloud Run, c'est marrant, on utilisait les nouveaux top-level domaines, là, donc ça fait une URL qui est assez sympa. Et Knative, si vous voulez en apprendre plus sur comment on a travaillé avec d'autres acteurs de l'industrie pour faire en sorte qu'il y ait plus d'ouverture, plus d'open source, plus de portabilité et d'être moins loqué chez un vendeur, un provider cloud particulier.